Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 19 juin. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. L'UE temporise face à la déferlante d'importation chinoise, à lire sur BFM TV. BHV Marais, nouvelle direction, rupture avec Chine et fin de l'ère Frédéric Merlin, à lire sur e-commerce mag. Réouverture de magasins, employés réembauchés, IKKS investi après sa reprise, à lire sur Fashion United. Et enfin, El Corte Inglés a réalisé un bénéfice net en hausse de près de 23% en 2025, à découvrir sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. Cette semaine, je vous propose également un nouvel épisode enregistré avec Lucie Brouard chez Gaïa et Paul-Louis Bénard chez Payplug. Nous y parlons d'un sujet qui prend de l'importance à mesure que les parcours d'achat se fragmentent, la place du paiement dans la décision. Car sur un panier élevé, il n'intervient pas uniquement au moment d'encaisser, il arrive plutôt quand se pose la question du budget, du financement et des conditions qui rendent l'achat possible. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, plusieurs enseignes continuent d'investir ou de consolider leur base. Pourtant, le contexte dans lequel elles évoluent reste exigeant. Les arbitrages de consommation restent marqués par le prix, tandis que plusieurs secteurs continuent d'ajuster leurs équilibres. Le BHV Marais ouvre une nouvelle séquence avec la reprise du fonds de commerce par son équipe dirigeante. La nouvelle direction prend rapidement ses distances avec la période précédente. L'enseigne se recentre sur la maison, le bricolage, la décoration et les services. Dans le même temps, la sortie programmée de Chine met fin à un partenariat désormais considéré comme une erreur stratégique. Le BHV cherche ainsi à retrouver un cap plus lisible, davantage avec son histoire. Chez IKKS, la reprise se traduit par des actes. Les nouveaux actionnaires ont injecté 17 millions d'euros, repris une dizaine de magasins supplémentaires et réembauché une trentaine de salariés. La marque vise plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et veut renouer avec la rentabilité dès 2027. Cette ambition reste toutefois très liée au marché français, qui représente encore 97% de son activité. LDLC retrouve de l'air. Le groupe affiche 554,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 3,7%, avec un résultat net redevenu positif à plus de 10 millions d'euros, après une perte de 10,9 millions un an plus tôt. Rue du Commerce, dont le volume d'affaires bondit de 116%, prend désormais une place plus importante dans cet équilibre retrouvé. Même mouvement en Espagne, El Corte Inglés publie un bénéfice net en hausse de près de 23% à 628 millions d'euros et annonce 650 millions d'euros d'investissement pour l'exercice à venir. Le groupe dépasse désormais le milliard de visites sur ses plateformes digitales et revendique 16,3 millions de clients enregistrés. Prosol continue aussi d'avancer, plus de 450 points de vente, 500 000 nouveaux foyers recrutés en un an, une application grand frais téléchargée 2,4 millions de fois en 8 semaines. Longtemps centré sur le produit et le maillage physique, le groupe consacre désormais plus d'énergie à la donnée client et au CRM. L'idée est d'augmenter la fréquence de visite tout en affinant sa compréhension des comportements d'achat. Cette dynamique se heurte pourtant à une consommation toujours prudente. Dans le bricolage, le marché français enchaîne une troisième année de recul avec des ventes en baisse de 1,4% à 21,8 milliards d'euros. Les grands formats résistent mieux et ADO dépasse désormais 50% de part de marché. L'e-commerce progresse encore, plus 7,7%, mais reste limité à 6,2% du secteur. Le magasin conserve donc une place largement dominante.
Le textile offre une lecture plus nette de ces arbitrages. Refashion recense 3,2 milliards de pièces neuves achetées en France en 2025, soit 43 vêtements par personne. Le volume continue de monter. 7 achats sur 10 se font sur l'entrée de gamme à 8,30 € en moyenne. Les plateformes en ligne continuent d'en profiter, Shein et Zalando en tête. Emmaüs l'observe directement sur son terrain. Sa plateforme revendique 2,3 millions de produits réemployés, mais voit la concurrence se renforcer. Elle vient autant de Vinted et Le Bon Coin que les plateformes d'ultra fast fashion. L'ouverture prochaine aux vendeurs particuliers vise à élargir cette base. Dans ce contexte, le sujet réglementaire prend logiquement plus de place. La France avance vers l'un des dispositifs les plus sévères d'Europe contre l'ultra fast fashion. Le texte prévoit un malus pouvant atteindre 6 € par pièce pour certains produits vendus par Chine ou Temu. La question publicitaire reste, elle encore, en discussion. À Bruxelles, le débat s'élargit. Le déficit commercial européen avec la Chine approche désormais 1 milliard d'euros par jour. Au-delà du textile, plusieurs secteurs industriels sont concernés. Pour l'instant, les États membres cherchent encore la bonne réponse. Sur un autre registre, LVMH continue de structurer ses usages autour de l'IA. 50 000 collaborateurs utilisent désormais MAIA, la plateforme développée en interne. Le groupe travaille sa présence dans les LLM. Il veille à la façon dont ces produits apparaissent, mais aussi à la manière dont ces points de vente sont identifiés. Et ce travail de découvrabilité avance vite. Même sujet côté publicité. WPP rappelle que 3 groupes, Alphabet, Meta et Amazon, captent désormais 57,6% des revenus publicitaires mondiaux hors Chine. Le retail média continue de progresser. La recherche générative aussi, avec un potentiel estimé à plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Pour les marques, cela change déjà beaucoup de choses. Une part croissante de leur exposition se joue désormais ailleurs que sur leur propre terrain. Les annonces publiées cette semaine montrent des entreprises qui continuent d'avancer, parfois pour se réparer, parfois pour accélérer. Mais le cadre dans lequel elles évoluent continue lui aussi de bouger. Le prix reste central, les règles de concurrence évoluent et l'accès aux clients, qu'ils passent par la distribution, la technologie ou la publicité, devient progressivement plus disputé. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic, mais pas sur les mesures à prendre. L'UE temporise encore face à la déferlante d'importations chinoises, à lire sur BFM TV en date du 19 juin. Confrontés à un déficit commercial record avec la Chine, les pays de l'Union européenne s'inquiètent, mais tardent à passer à l'action. Alors lors d'une réunion à Bruxelles, ils ont décidé d'opter encore pour un dialogue constructif, entre guillemets, avec Pékin, dont l'économie dépend de plus en plus des exportations. Comment réduire le déficit commercial abyssal de l'UE vis-à-vis de la Chine sans sombrer dans une guerre économique? Les dirigeants européens ont souligné jeudi la nécessité de muscler l'arsenal européen face à la déferlante chinoise qui menace d'emporter des industries entières et des millions d'emplois chez eux. Un consensus est en train de s'affirmer parmi les Européens pour juger l'UE trop dépendante de la Chine dans certains secteurs, ce qui l'expose aux pressions et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Pour ce qui est des biens, le déficit commercial des 27 avec la Chine atteint près d'1 milliard d'euros par jour en 2025. Pendant un sommet de 2 heures sous forme de dîner à Bruxelles, les dirigeants de l'UE ont chargé la Commission de poursuivre un dialogue constructif avec nos principaux partenaires économiques, a déclaré vendredi un responsable de l'UE, sans mentionner directement la Chine. Selon lui, ils ont également demandé à l'exécutif de compléter l'arsenal en matière de défense commerciale et de veiller à ce que l'UE dispose de tous les instruments nécessaires pour défendre ses intérêts et réduire les risques. Si les États de l'UE sont d'accord sur le diagnostic, leurs positions divergent quant à la solution à apporter. Plusieurs dirigeants ont appelé jeudi à privilégier le dialogue. Nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de relations équilibrées, nous devons faire preuve de pragmatisme et nous devons tisser des liens
tant avec les grandes économies qu'avec les alliés potentiels tels que la Chine, a ainsi souligné avant le dîner le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Ce dernier s'est montré particulièrement réticent à prendre de nouvelles mesures. Selon le Financial Times, Madrid cherche à attirer des investissements chinois, notamment dans le secteur industriel. Le constructeur public SAIC, propriétaire de la marque MG, a par exemple annoncé début juin la construction d'une usine en Galice. Rapprochement entre Paris et Berlin. Parmi les pistes évoquées, la France a proposé que l'UE s'inspire du régime américain dit Section 301, qui permet de surtaxer de manière ciblée et beaucoup plus souple les produits les plus accusés de pratiques déloyales. Une idée qui séduit de plus en plus au sein de l'UE, y compris en Allemagne, traditionnellement prudente pour ne pas compromettre ses exportations vers la Chine. À son arrivée à Bruxelles, le chancelier allemand Friedrich Merz s'est félicité des discussions au G7 sur les déséquilibres des échanges mondiaux, mais en se gardant bien de citer spécifiquement la Chine, ni de dire s'il était favorable à de nouveaux outils pour protéger le marché européen. Nous sommes fondamentalement ouverts à cette idée, mais c'est important que les mesures qui pourraient être conçues ne ciblent pas un pays en particulier, a expliqué auparavant une source au sein du gouvernement allemand. Il y a une convergence avec l'Allemagne, se réjouit-on en tout cas côté français. Nous avons absolument besoin d'une plus grande coordination entre Européens dans notre action vis-à-vis de la Chine pour protéger l'économie européenne, a également affirmé le Premier ministre néerlandais Rob Jetten. L'UE cible les subventions, car la liste des griefs des Européens envers la Chine est longue, a rappelé lundi la chef de la diplomatie des 27, Kaja Kallas. Subventions faussant la concurrence, déséquilibres commerciaux grandissants et un quasi-monopole sur les matières premières critiques. Réduire les dépendances à la Chine ne sera ni facile ni bon marché, mais c'est nécessaire et urgent, a-t-elle insisté. Bruxelles attribue en partie le déficit commercial de l'UE face à la Chine à des capacités de production très excédentaires des entreprises chinoises, financées par d'importantes subventions. Les Européens dénoncent de plus en plus fortement cette concurrence déloyale qui menace de balayer des pans entiers de leur industrie, comme l'automobile, la chimie ou l'acier. Pékin se défend de se livrer à de telles pratiques, mais une enquête de l'OCDE publiée en juin a donné du grain à moudre aux Européens. De 2004 à 2025, les entreprises chinoises ont reçu en moyenne 3 à 8 fois plus de soutien public que leurs homologues basés dans l'OCDE, selon une estimation conservatrice, souligne cette étude selon laquelle près de 60% des gains de parts de marché des groupes chinois sont dus à ces subventions. Mais l'Europe n'a pas les moyens de se lancer dans une guerre commerciale ouverte dont tout le monde ressortirait perdant, vu les liens économiques très étroits entre les 27 et la Chine. Découpler nos économies n'est ni souhaitable ni réaliste, a souligné jeudi le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, devant les députés de Strasbourg, assurant que le but était de rééquilibrer nos échanges et rétablir des règles du jeu équitables. BHV Marais, nouvelle direction, rupture avec Chine et fin de l'ère Frédéric Merlin, à lire sur e-commercemag.fr en date du 16 juin. Le BHV Marais change de main et de stratégie. L'équipe dirigeante reprend le contrôle du grand magasin parisien et acte une rupture avec la période Frédéric Merlin. La nouvelle direction met fin à des choix jugés controversés, dont le partenariat avec Chine, et engage un recentrage du modèle sur l'univers de la maison, dans l'objectif de relancer une enseigne fragilisée, mais emblématique du commerce parisien. Le BHV Marais entre dans une nouvelle phase de son histoire. La Société des grands magasins, SGM, cofondée par Frédéric Merlin, a cédé le fonds de commerce du BHV Marais ainsi que celui de Parly 2 à son équipe dirigeante. Une opération qui acte un changement de gouvernance sans intervention d'un acteur externe. La reprise est menée par Carl-Stéphane Cotentin, entouré de plusieurs cadres clés du magasin, marketing, direction artistique, ressources humaines.
Ensemble, ils entendent relancer l'enseigne autour d'un modèle recentré sur son activité historique. Les magasins de province restent, eux, exploités par la SGM. Les murs du BHV Marais sont par ailleurs détenus par le fonds canadien Brookfield Asset Management, confirmant la séparation entre exploitation commerciale et immobilier. Chine, un partenaire désormais remis en cause. Introduit à l'automne dernier, le partenariat avec Chine devait incarner une stratégie de trafic et de visibilité. Il est désormais remis en cause par la nouvelle direction. Selon l'AFP, Carl Stéphane Cotandin qualifie cette expérimentation d'erreur stratégique. La marque d'ultra fast fashion devrait quitter progressivement les rayons du BHV Marais, idéalement d'ici la fin de l'année. La fin du partenariat avec Chine suscite une réaction particulièrement virulente de la part de la filière du prêt-à-porter. Dans une alerte presse datée du 16 juin 2026, Yann Rivoilin, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, déclare « Combien d'emplois détruits, combien de marques volées ? Nous assistons à ce qui aura été le plus grand flop de l'année. » Pour la fédération, ce retrait confirme une position de principe contre le modèle de l'ultra fast fashion à la veille d'échanges sectoriels sur l'avenir de la filière en France. La nouvelle feuille de route repose donc sur un recentrage sur l'univers de la maison, bricolage, décoration, immobilier, luminaire, cuisine, art de la table, linge de maison ou encore loisirs créatifs. Le projet inclut également le développement de nouveaux espaces de services comme une parapharmacie ou une offre alimentaire, avec l'objectif de transformer le BHV en magasin de la vie plutôt que dédié au shopping. Réouverture de magasins, employés réembauchés, IKKS investit après sa reprise, à lire dans fashionunited.fr en date du 17 juin. Réimplantation en Espagne, reprise d'une dizaine de magasins supplémentaires et de salariés qui avaient été licenciés, investissement de 17 millions d'euros. L'acquéreur d'IKKS, Santiago Cucci, projette une croissance à 2 chiffres en 2027 pour l'entreprise de mode qu'il a récupérée moribonde. On a tout changé. Santiago Cucci, actuel président de la holding Old IKKS, qui a racheté en décembre l'enseigne avec Michael Bennabou, cofondateur du site de vente en ligne VP, a présenté mercredi à la presse ses orientations stratégiques. IKKS, fondée en 1987, est une marque de prêt-à-porter haut de gamme pour femmes, hommes et enfants avec un ADN rock. Elle avait été placée en redressement judiciaire en octobre en raison de la crise sanitaire mondiale due au Covid et des conséquences de la guerre en Ukraine, où le groupe était fortement implanté, ainsi qu'une inflation persistante, avait alors expliqué le groupe. Sa reprise avait permis de sauver 546 emplois en France, soit environ la moitié des effectifs. C'était un désastre, estime le dirigeant basque Santiago Cucci, ancien dirigeant de Quicksilver et de Tommy Hilfiger, qui a remis à plat l'ensemble de la chaîne de production, la logistique, l'informatique, la gestion des entrepôts et des boutiques. Aujourd'hui, KKS produit pour un tiers en Asie, un tiers en Europe et un tiers au Maghreb et possède plus de 250 magasins, précise M. Cucci. Ces repreneurs ont investi 17 millions d'euros et remboursé la dette, ajoute-t-il. Ils ont en outre repris plus d'une dizaine de magasins supplémentaires par rapport à ceux déjà rachetés en décembre et réembauché une trentaine d'employés qui avaient été licenciés. On a aussi récupéré la filiale en Espagne, soit 9 magasins et 17 corners. L'implantation à l'international est l'un des leviers de croissance de la marque, juge le dirigeant. Aujourd'hui, 97% de notre chiffre d'affaires est fait en France. On est dépendant d'un seul pays et sa macroéconomie. Je ne suis pas habitué, admet celui qui a dirigé de grandes entreprises internationales. Demain, on sera sur plusieurs pays, envisage-t-il, sans les dévoiler. Le PDG, qui juge que les consommateurs sont très attachés à la marque et souhaite attirer les 30-35 ans ayant grandi avec elle, projette de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 120 millions d'euros en 2026, une croissance à 2 chiffres en 2027 et renouer avec la rentabilité.
El Corte Inglés a réalisé un bénéfice net en hausse de 22,8% en 2025, à lire sur Fashion Network en date du 15 juin. La chaîne espagnole de grands magasins El Corte Inglés a publié lundi ses résultats pour l'exercice 2025-2026, clôturé le 28 février 2026. Durant la période, elle a réalisé un bénéfice net de 628 millions d'euros, en hausse de 22,8% par rapport à l'exercice précédent. Son bénéfice net récurrent s'établit à 522 millions d'euros, soit une progression de 11%. Ces résultats confirment la solidité de notre entreprise. Nous allons pouvoir préparer les prochaines années avec optimisme en intensifiant nos investissements pour stimuler la croissance, avec l'ambition d'offrir en permanence une expérience unique à tous les clients d'El Corte Inglés, a déclaré Cristina Alvarez, la présidente du groupe. L'entreprise a enregistré une forte croissance de ses ventes et de sa rentabilité, avec des augmentations à 2 chiffres des principaux indicateurs et un taux d'endettement tombé à son niveau le plus bas depuis 20 ans. Le groupe va pouvoir accroître ses investissements cette année. Ils atteindront 650 millions d'euros, soit une hausse de 14,6%. Les revenus consolidés se sont établis à plus de 17 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires atteint presque 15 milliards d'euros, soit une hausse de 1,1%. Cette importante progression de tous les indicateurs financiers s'explique par les bonnes performances des principaux secteurs d'activité du groupe, ainsi que par une optimisation continue de l'efficacité de ses opérations. Le retail a connu une nette accélération lors des périodes de pic d'activité commerciale, notamment au deuxième semestre de l'exercice. Selon le groupe, la division voyage a conservé une croissance solide, plus de 3,1% du chiffre d'affaires, principalement grâce au segment vacances. La commercialisation d'espace a aussi connu des résultats en hausse. La marge brute consolidée du groupe a progressé de 2,5% avec une accélération particulièrement marquée au cours de la deuxième moitié de l'exercice. Les efforts en matière de gestion se reflètent également dans l'excédent brut d'exploitation, l'EBITDA, qui s'est élevé à 1,266 milliards d'euros, soit une hausse de 4,7% par rapport à l'exercice précédent. La dette financière nette a diminué de 148 millions d'euros pour s'établir à 1,648 milliards d'euros dans un contexte de croissance continue de l'EBITDA lié au développement de l'activité et à une gestion plus efficace des dépenses. Le niveau d'endettement est aujourd'hui 1,3 fois supérieur à l'EBITDA. La valeur des actifs du groupe a augmenté de 311 millions d'euros grâce aux investissements réalisés. Durant l'exercice 25-26, un important effort d'investissement de 567 millions a été consenti. Cette année, les investissements prévus de 650 millions d'euros sont de presque 15% supérieurs. Cristina Alvarez, la présidente du groupe, l'avait annoncé en janvier dernier. Les résultats témoignent d'une croissance solide et d'une rentabilité améliorée. Le premier semestre a été affecté par les conditions météorologiques, mais la deuxième partie de l'année a été marquée par une croissance forte grâce à une meilleure efficacité opérationnelle en magasin et un renforcement de la logistique, a souligné le groupe, qui anticipe par ailleurs de bons résultats pour l'exercice 26-27. Par ailleurs, l'activité retail a généré des revenus de plus de 13 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 12,6 milliards, en croissance de 1,8%. La mode et la beauté ont réalisé de belles performances avec des ventes en augmentation de plus de 3% qui ont atteint 5,8 milliards d'euros. La mode est l'un des principaux moteurs de croissance, selon le groupe, qui souligne les bonnes performances de la catégorie qui rassemble la joaillerie, la beauté, l'horlogerie et les articles de sport. L'alimentation et la restauration ont généré des ventes de plus de 3 milliards d'euros, en hausse d'1,5%, avec une progression particulièrement notable du club d'El Gourmet. Les revenus de la maison et de l'électronique ont atteint 2,7 milliards d'euros. Du côté digital, les sites web et applications du groupe ont enregistré plus de 1 milliard de visites. 16,3 millions de clients ont un compte sur elcorteingles.es. Grâce à cette dynamique positive, l'EBITDA du retail progresse de 4,3% à 961 millions d'euros.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.